Je dois vous faire une révélation, je suis vraiment pas passionné par le prince Shorai. Mais on va y revenir après dans la vidéo. Aujourd'hui on va monter un petit peu de niveau, j'ai fait la review du 401, 402, 403 en vous tenant par la main. Là on va aller sur des termes un peu plus compliqués en ce qui concerne cet arc du Black Whale. Et pour commencer on va parler d'une série qui a quand même fait l'unanimité, qui est sortie en 2011, Game of Thrones, vous l'avez tous vu. Et c'est une série qui a vraiment chamboulé le monde des séries. Vous allez me demander pourquoi, et pour moi, un des traits qui a été assez spécifique dans cette fiction, c'est le nombre de personnages. On avait plus d'une cinquantaine de personnages qui se battaient pour un seul et même objectif, c'était même assez indigeste, l'épisode 1, pour comprendre qui était qui, les familles, les rois, etc. Et dedans, on te met aussi des dragons, des zombies. C'est vraiment un melting pot de tout ce qui peut se faire, et finalement, c'est une battle royale avec un nombre de personnages qu'on n'avait jamais vu dans d'autres fictions. C'est que plus tard, par passion pour l'histoire, j'ai toujours été un passionné d'histoire. D'abord, c'était pour en mettre plein la vue au niveau culture générale envers mes camarades d'école de commerce, parce que je viens de banlieue, jusqu'à 18 ans, j'ai cru que j'étais un génie. Puis je suis monté sur Paris pour mes études supérieures, et là, je me suis rendu compte que j'avais un énorme manque de culture générale. Et comme tout boulimique de travail, je me suis mis à lire des bouquins de littérature, et ceux qui m'ont le plus passionné, c'est des romans historiques, et notamment Les Rois Maudits, de Maurice Drouin, je crois, qui te parle là encore d'une cinquantaine de personnages qui veulent le trône, sauf que c'est une histoire vraie. Enfin, inspirée d'une histoire vraie, ça vient des Capétiens directs, une dynastie de rois de France, et de toutes les règles qui ont fait qu'ils se sont succédés les uns les autres. Ça me permettait en soirée de pouvoir citer tous les Capétiens directs, ça me permettait de mettre un petit peu en PLS ceux qui pouvaient montrer du doigt mon manque de culture générale. Mais en ce qui concerne Les Rois Maudits ou Game of Thrones, sachant que J.R. Martin s'est vraiment inspiré des Rois Maudits pour écrire Game of Thrones, j'ai commencé à avoir une passion pour ces œuvres qui comportaient énormément de personnages. Et puis le grand public aussi s'en est rendu compte. Finalement, les téléspectateurs avaient beaucoup plus de bandes passantes que ce que l'on pensait à la base, puisqu'ils étaient capables de suivre les histoires en parallèle de plus de 50 personnages et s'extasier à la fin quand il n'en restait plus que 4, 5, 6 prétendants au trône. On a tous cette capacité de concentration, passer l'épisode 1 à suivre ce genre de série et ce genre d'intrigue que je trouve particulièrement intéressant. Il doit y en avoir d'autres, je pense, dans la science-fiction. J'ai pas tout lu, mais n'hésitez pas à me citer d'autres œuvres qui développent l'univers d'autant de personnages, je suis friand de ce genre de choses. 2011, c'est peut-être au même moment que Togashi commence à dessiner finalement son arc du Black Whale, et comme tout le monde, moi j'ai cru au Dark Continent, j'y ai cru parce que ça tombe à la fin de l'animé. La dernière fois qu'on a Jin, il nous parle de son objectif, et son objectif c'est le Dark Continent. Le Dark Continent est un petit peu le lien entre ceux qui ont suivi l'animé jusqu'au bout et ceux qui ont commencé à lire le manga, puisque tout le tome 33 va être un développement du Dark Continent, de sa dangerosité, des gains potentiels que tu peux avoir, des problématiques que tu rencontres sur la route, de toutes les étapes administratives que tu dois avoir pour y aller, et surtout ça va un petit peu cristalliser la première opposition entre Beyond Netero et le Zodiac, puis dans le clan de Beyond Netero entre Pariston et Jin, oui parce que Jin est avec Beyond Netero dans cette histoire. Je me suis dit c'est génial comment on nous vend ça, j'avais de l'appétit envers le Dark Continent, je voulais vraiment découvrir l'aventure de nos héros sur ces terres inconnues. Mais ensuite il y a eu le début de la traversée qui a commencé dans le tome 33 et qui continue aujourd'hui jusqu'au tome 38, et Yoshiro Togashi a plus ou moins dessiné 3 tomes puisqu'on devrait avoir des chapitres jusqu'au 430, et je me suis dit waouh, si tu comptes le tome 33, 34, 35, 36, 37, 38 et ensuite 39, 40, 41, on est sur 9 tomes pour une traversée, sachant que l'arc le plus long d'Hunter x Hunter fait 12 tomes, c'est l'arc des Chimera Hunt. Donc si cette traversée n'est finalement pas le point culminant de son œuvre, pourquoi est-ce qu'il met 9 tomes pour la dessiner ? Tout en sachant que même quand ces 9 tomes seront finis, à mon avis, on ne sera pas à la fin de l'arc du Black Whale, tant il faut de dénouement à la guerre de succession des 14 princes, donc 14 développements, je parle même pas de tout leur garde, puisqu'après il va falloir les faire interagir avec la mafia, et si qui dit mafia dit également brigade fantôme, et on va en parler aujourd'hui, et quand tout ça se sera à peu près démêlé, ce sera finalement l'affrontement entre Jin et Pariston, qui devrait évoluer sur enfin l'affrontement entre Beyond Netero et le Zodiac. Autrement dit, ça va pas se finir en 3 tomes. Donc, dans cet arc du Black Whale, on devrait dépasser les 12 tomes. Dépasser les 12 tomes dans une simple traversée. Donc, tu vas me dire que pour toi, cette traversée est plus longue que le plus grand arc de Hunter x Hunter.
et que c'est qu'une traversée pour aller sur un dark continent qu'on n'attend finalement pas. C'est comme si tes parents te disaient ouais on va à Disney ce week-end, tu dis super on va aller à Disney, t'es hyper content, t'en parles avec tes cousins pendant plusieurs mois parce que c'est vraiment le parc d'attractions de tes rêves, tu as rencontré Mickey, Minnie, Dingo, etc. Et finalement tu prends ta voiture pour y aller et le trajet en voiture dure plus longtemps que toute ta vie. Bah, tu te dis que t'es peut-être dans un piège et que finalement c'est peut-être pas Disney la finalité de tout ça. Je rebondirai aussi un petit peu sur ma culture générale puisque j'ai réussi à en acquérir une pour de mauvaises raisons, mais on va dire que je l'ai. Il y a une phrase très intéressante de Steve Jobs qui dit « Ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le voyage. » C'est peut-être ce qu'a envie de nous raconter Togashi. C'était un peu long pour l'intro, mais j'avais envie de vous parler de tout ça. Bon, maintenant qu'on est ok que l'arc de la guerre de succession est le meilleur arc de l'univers, on doit absolument vous parler de Shorai, même si c'est un personnage que j'ai pas du tout envie de développer. Mais bien sûr, avant ça, si tu aimes ce travail sur Hunter x Hunter chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner mon frérot, c'est hyper important, à mettre un petit pouce bleu pour pousser la vidéo dans l'algorithme et bien sûr à me donner ton avis en commentaire parce que je peux des fois faire des erreurs sur Hunter x Hunter, que ce soit au niveau de la prononciation, des personnages, des stratégies ou de ma compréhension de l'œuvre. Je lis l'intégralité de vos messages, donc n'hésitez pas à le faire les amis. Le prince Shorai est un piège de Yoshiro Togashi puisque depuis le début on voit qu'on a un développement concernant le pouvoir de sa bête de naine qui crache des pièces. Dans ce chapitre, on apprend que le recto des pièces est différent quand elles changent de propriétaire. Non mais sans déconner, la semaine dernière, Shorai a demandé à l'intégralité de sa garde de lui donner des théories pour comprendre un petit peu le pouvoir de ces pièces. Il n'y en a pas un, il n'y a pas une seule personne qui a levé la main pour dire « Ah bah attends, quand tu nous donnes une pièce, c'est pas le même verso. » C'est complètement n'importe quoi et ça prouve bien que Togashi est en train de se foutre de notre gueule. Mais Kurapika donne quelques petites informations. Le naine est possible parce que quand tu récupères une pièce, elle se nourrit de ton propre naine et pas celui de la bête de naine, ce qui fait qu'elle puisse cracher autant de pièces, qu'au bout de 10 jours, une pièce numéro 1 se transforme en pièce numéro 10, que très certainement des capacités devraient s'activer au bout d'un certain moment. Il parle de 640 jours, non mais genre 640 jours, genre la capacité qui sert à rien, mais Kurapika a un petit peu le même raisonnement que Shorai dans le chapitre 389, puisqu'il va expliquer que c'est parce que Shorai est quelqu'un de patient et qui voit un petit peu le pouvoir de sa bête de naine comme quelque chose qui sera vraiment nécessaire quand Shorai deviendra le roi de Kakin, donc après cette guerre de succession. Mais Noizubi, quand il nous a parlé des bêtes de naine, il nous a vraiment expliqué que c'était quelque chose qui permettrait d'atteindre le trône, pas quelque chose qui serait utile après. Mais Kurapika explique cela parce que Shorai est quelqu'un de tellement intelligent, qui voit à long terme, qui est stratégique, qui a forcément une capacité à long terme qu'il devrait voir après. Dans ce chapitre, on parle aussi beaucoup de naines semi-contraignants. C'est déjà une information qu'on nous avait donnée beaucoup plus tôt dans cette guerre de succession. On nous avait donné du détail sur le naine de la manipulation. Et en gros, quand tu manipules quelqu'un, ou tu lui laisses un petit peu de libre arbitre, et comme ça t'est contraignant, et ben tu vas pouvoir faire des choses beaucoup plus compliquées, ou alors tu fais une manipulation très stricte, mais comme, eh bien, ta victime n'a pas l'occasion de sortir un peu de sa manipulation, eh bien le naine sera beaucoup plus faible. En gros, si tu fais une manipulation trop stricte, tu pourras manipuler une seule personne, et si tu fais de la semi-contraignante, tu pourras manipuler beaucoup plus de monde. Ce qui est flippant vraiment avec ces pièces, c'est que Kurapika a accepté directement le cadeau du prince, alors que beaucoup plus tôt dans l'arc du Blackwell, il a suffi qu'une seule peluche demande à un des gardes de Wabble « Est-ce que tu es occupé ?» que celui-ci réponde « Non, je ne suis pas occupé » pour qu'il soit manipulé directement par la bête de naine de Momose pour pouvoir tuer l'intégralité des gardes de la 14e chambre. Mais c'est un piège. On n'est pas du tout sur ce qui va être le point central de ce personnage et il a un as beaucoup plus puissant dans sa manche, un as qu'on voit depuis le début de l'arc du Blackwell, mais personne n'a fait le lien. Avant de t'expliquer c'est quoi vraiment, eh bien l'as qui va permettre à Shorai d'être un des princes les plus dangereux de la guerre de succession, je dois un peu te raconter comment sont construits les 14 princes, puisque dans le scénario, ils n'ont pas du tout tous le même rôle. Ils ont des rôles différents et ils vont permettre le développement de l'histoire. C'est pour ça qu'il a fait 14 princes avec des développements complètement différents. Je vais essayer de t'expliquer ça de manière très simple. Il y a déjà les princes
les plus puissants. Eux, c'est ceux qui vont faire un downgrade, c'est ceux qui vont se faire surprendre par la guerre de succession, c'est ceux qui vont partir du plus haut pour descendre le plus bas. Dans ce premier bloc, tu as deux princes, Camélia et Benjamin. C'est les deux qui ont la particularité de connaître le naine bien avant la guerre de succession et d'avoir une garde, une milice très puissante qui maîtrise eux aussi le naine. Pour Camélia, on a une armée de gardes qui sont capables de créer de véritables malédictions qui peuvent tuer tous les autres princes. D'ailleurs, on apprend dans le chapitre 404 qu'on va avoir un garde du corps de Camélia qui va venir à la nouvelle session d'apprentissage du naine de Kurapika. Il va très certainement s'agir de Sarabel qui a une malédiction contre le 14e prince. Le Kurapika est donc en danger. Sarabel qui ressemble trait pour trait à Brienne de Thor dans Game of Thrones. Tout se rassemble. Quant à lui, Benjamin, il a l'intégralité des gardes qu'il a placés dans la chambre de ses frères et sœurs et il a également la loi martiale. Mais quand on voit la guerre de succession depuis le début, Benjamin ne fait que de perdre sa superbe. Au début, il voulait déchirer sa chemise et directement aller tuer l'intégralité de ses frères et sœurs. Puis il apprend qu'il y a des bêtes de naine. Puis il apprend que Kurapika a mis en place un statu quo pour apprendre le naine à l'intégralité des gardes de la guerre de succession. Et très rapidement, il se trouve paralysé et là il se fait en plus attaquer directement par Haruken Burugu qui est au centre de son centre névralgique et de sa stratégie. D'ailleurs dans le chapitre on peut voir qu'il consulte la mort d'Haruken Burugu à travers un iPad accompagné de Furikov. Furikov qui peut directement détecter si une personne est manipulée juste en voyant le flux de son aura. Furikov est la plus grande assurance de Benjamin de pouvoir découvrir que Haruken Burugu manipule Basalmiko. Seulement, comme les cours de Kurapika vont reprendre, il y a de fortes chances que Furikov retourne dans la chambre 114. Il y a donc de fortes chances que Benjamin soit complètement nu face à l'attaque du 9e prince. Pour Camélia, c'est à peu près la même chose. Elle a voulu foncer dans le tas, elle s'est directement fait enfermer par Benjamin et aujourd'hui elle est en attente de tribunal. Elle a perdu un petit peu toutes les cartes qu'elle avait en main. Ça, c'est le premier bloc pour te faire comprendre que la guerre de succession, c'est du sérieux. Et même quand tu es très préparé, même quand tu as la meilleure milice et même quand tu as du naine, eh bien tu peux ne pas t'en sortir. Le deuxième bloc, le plus intéressant et celui vraiment qui a toute l'attention des lecteurs, c'est les princes qui évoluent. C'est les princes qui suivent un enseignement qui deviennent de plus en plus puissants, à l'inverse de Benjamin et de Camélia. Et dans cette catégorie-là, tu en as deux que tu adores. C'est d'une part Tserednich qui est arrivé avec énormément de capacités et qui a appris le naine grâce un petit peu à toutes ses capacités innées qu'il a. C'est quelque chose que tu apprécies et son rôle viendra bien plus tard. Tu as également Haruken Burugu qui a eu un déclenchement. C'est un personnage qui a évolué suite à ce qui lui est arrivé et qui va finalement apprendre le naine et lui mettre en place sa stratégie. Bon, de ce que j'ai compris du pouvoir d'Haruken Burugu, lorsqu'il tire une flèche, il y a un de ses partisans qui va dans le corps de sa cible. Normalement, c'est aléatoire, donc il faudra qu'on nous explique est-ce que Haruken Burugu avait anticipé que ce soit son esprit qui soit dans le corps de Basalmiko. Mais de ce que j'ai compris, en fait, les esprits s'intervertissent. En fait, à l'époque, dans le tome 37, on avait bien Shikaku avec l'esprit de Sumidori, mais dans le corps de Sumidori, il y avait en fait l'esprit de Shukaku. Celui-ci n'était pas conscient, il était en état de mort cérébrale parce que de ce que j'ai compris, quand les deux corps intervertissent leur esprit, le seul qui peut rester éveillé, c'est celui de l'attaquant, donc celui de Sumidori dans le corps de Shikaku. Pendant ce temps-là, le corps du défenseur reste endormi. La question que je me pose, c'est si au bout d'un moment, eh bien Sumidori dans le corps de Shukaku s'endort, est-ce que le corps de Shikaku avec l'esprit de Sumidori prend conscience ? Autrement dit, là, est-ce que Basalmiko aurait pris conscience du corps de Haruken Burugu si l'esprit d'Haruken Burugu
dans le corps de Basalmiko se serait endormi? C'est ma grande question. Mais la stratégie ne va pas jusqu'à là, puisque on apprend que l'esprit d'Haruken dans le corps de Basalmiko a utilisé le poison sur le corps d'Haruken. Et donc celui-ci a une gastro-entérite qui va l'amener jusqu'à la mort. C'est ce qu'on apprend dans ce chapitre. Autre règle, quand un des deux corps meurt, l'esprit retourne chez son hôte. Et dans ce cas-là, il a la priorité. Donc, avec la mort du corps d'Haruken Burugu, l'esprit de Basalmiko va retourner dans son corps. Et donc, toute la stratégie, normalement, de l'esprit d'Haruken Burugu devrait tomber à l'eau. Mais celui-ci, pour anticiper cela, a calculé précisément la mort de son corps pour pouvoir manger un somnifère. Si il a le bon timing, alors Basalmiko, quand il retournera dans son corps, il sera endormi et donc l'esprit d'Haruken Burugu aura 10 heures pour pouvoir effectuer son plan. C'est l'inconnu qu'on n'avait pas dans le tome 37. Qu'est-ce que devient l'esprit du corps qui est manipulé? Eh bien la réponse est simple, en fait elle se dirige elle vers le corps de l'attaquant. De toute cette technique un petit peu compliquée, il y a surtout une idée qui est derrière l'esprit d'Haruken Burugu et qui vient de la parole de Wakoro qui dit en fait le seul survivant de la guerre de succession est une interprétation. Chacun peut interpréter cette règle. Camélia lui avait posé la question, très certainement à cause de son haine qui est un haine de résurrection après la mort. Elle se dit, est-ce que la victoire va m'échapper si je suis la dernière survivante mais mort dans un laps de temps ? Puisqu'elle doit attendre de ressusciter pour que son chat un petit peu la ramène à la vie. Et le roi de Kakin lui avait dit, c'est à toi d'interpréter cette règle. Et c'est la même chose pour Haruken Burugu en fait. Si son corps physique meurt, comme c'est le cas actuellement, est-ce qu'il reste un prince de Kakin? Est-ce qu'il suffit juste d'avoir l'esprit d'un prince de Kakin pour être le dernier survivant? C'est vraiment une question, il faut interpréter cette règle. Et lui, son esprit va au-delà de ça, et c'est ça qui est intéressant un petit peu dans son histoire, c'est que son véritable objectif, c'est de créer une révolution, d'arrêter la guerre de succession. Et devenir le roi de Kakin n'est juste un des chemins que lui a proposé son père. Du moment qu'il va au bout de cette révolution, que la règle interprète ou non que son esprit soit le vainqueur de la guerre de succession ou pas, c'est pas son problème. Son objectif, c'est de détruire Benjamin pour pouvoir un petit peu dérégler cette guerre de succession et pourquoi pas la gagner. Mais si jamais les règles ne lui permettent pas de gagner, sa révolution est toujours en marche. Et c'est ça qu'il a voulu expliquer dans cette page du chapitre. En tout cas, de ce que j'ai compris. Troisième type de personnage, les personnages qui ont un pouvoir qui vont faire avancer l'histoire. Dedans, tu as Fugetsu et sa capacité de créer des chemins pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Ce personnage est important parce qu'il a une capacité qui va permettre un développement de l'histoire, une résolution plus loin dans le récit. Dans ce même groupe, tu as Myriam, le 13e prince, qui lui aussi a la capacité d'avoir une safe place. Il peut dédoubler directement sa chambre et il est dans l'Unden et personne ne peut rentrer. Ces deux pouvoirs seront développés plus tard dans l'intrigue et nous permettront d'aller un peu plus loin, de débloquer des situations. Et enfin, tu as les 3e princes, ceux qui pour l'instant ne sont pas du tout développés. Et dans cet acte-là, tu as bien sûr ce cher Korai, c'est pour ça que je vous explique tout ça. Tu as Luzuru, tu as Tizon et Tsubepa. Mais si on ne regarde que deux d'entre eux, Korai et Luzuru, ils ont une autre carte maîtresse. L'autre carte maîtresse, c'est la mafia. Ils sont les points de jonction entre le bloc de la guerre de succession des 14 princes et le bloc de la mafia qui est en train de se développer. Et dans le bloc de la mafia qui est en train de se développer, avec l'affrontement des mafias Shu, Ei et Sha, pour rappel, c'est le nom de l'éditeur qui publie Hunter x Hunter, Shu et Sha. En gros, ce qu'elle a voulu dire en Tsum Tsum, c'est que ce sont des véritables mafieux qui exploitent son travail. C'est hyper cool de voir la manière dont Yoshiro Togashi brise le 4e mur pour envoyer un petit pic directement à la maison d'édition. Tu te dis finalement que leur guerre et leurs conséquences auront directement un impact dans la guerre de succession. Mais c'est pas les mafias les plus intéressants quand on parle de Shorai. Puisque quand on parle de ce personnage et de le Joker qu'il a dans la manche, je parle bien entendu du groupe
qui s'est affilié à sa mafia et c'est bien entendu la Brigade Fantôme. La Brigade Fantôme, quand elle est arrivée sur le bateau, elle avait deux objectifs: atteindre le premier étage pour récupérer un certain trésor. Est-ce que c'est Lajar? Je te pose la question. Et deux, aller trouver Hisoka pour le tuer, puisque celui-ci a tué Charlnak et un autre membre de la Brigade Fantôme après son combat contre Kuroro. Et la brigade, pour trouver le plus rapidement possible Hisoka, ils se sont alliés à une mafia. C'est juste pour gagner du temps. Mais au fur et à mesure de cette alliance, ils se sont rendus compte que pour pouvoir avancer et atteindre leurs objectifs, ils allaient devoir se débarrasser de Morena. Morena qui a un petit peu foutu le bordel dans l'équilibre de ces trois mafias et qui s'est réfugié au 4e étage de ce bateau. Mais pour aller combattre Morena, la Brigade Fantôme s'est un petit peu accoquinée avec Inrei. Et au fur et à mesure des péripéties qui leur ont permis de trouver l'endroit où Morena se cache, ils ont développé une réelle amitié avec celui-ci, un respect de par sa manière de combattre, de par son intelligence, mais aussi de par son intégrité. Il n'hésite pas à mouiller le maillot et à se mettre en danger pour pouvoir atteindre ses objectifs, et petit à petit Nobunaga se dit: ah, ce type nous ressemble, il a les mêmes valeurs que nous, je commence vraiment à m'attacher à lui. Donc plus qu'avoir des objectifs communs, la Brigade Fantôme est en train de s'attacher avec la mafia qui est directement en contact avec Shorai. Donc quand la Brigade Fantôme aura fini sa mission, quand ils auront réussi à tuer Morena et à monter au premier étage, ils vont devoir s'infiltrer dans la guerre de succession. Et la personne avec qui ils vont se lier d'amitié, et la personne avec qui il risque, et le prince avec qui il risque de se lier d'amitié, est le prince Shorai. C'est ça le véritable atout qu'il a dans la manche, et c'est pas du tout ce qu'essaye de nous montrer Togashi, c'est-à-dire l'évolution de son haine et des différentes pièces et de l'explication qu'on peut avoir de Kurapika. Petite parenthèse sur la Brigade Fantôme et sur l'impact qu'ils vont avoir dans le premier étage. Aujourd'hui, on a deux visions différentes entre le bloc des 14 princes de Kakin et le bloc de la Brigade Fantôme. Mais chaque personne qui voit la mafia sous-entend que quand la brigade va aller au premier étage, ils vont détruire cet équilibre, ils vont détruire ce statu quo. Dans Hunter x Hunter, la Brigade Fantôme, c'est un peu des Deus Ex Machina. Des personnages qui sont introduits dans l'histoire, mais qui sont bien plus puissants que la moyenne des autres personnages. Et c'est un petit peu ce qu'on va avoir avec leur confrontation ou leur arrivée au premier étage. Le premier étage est un statu quo, il y a plusieurs personnages qui ont une certaine puissance. Tous ne sont pas égaux, mais il y a quand même la peur d'aller affronter son voisin. La peur de découvrir un naine qu'on ne connaît pas, on est obligé de prendre des informations. On a également peur de la justice, je vous l'ai dit dans la vidéo du chapitre 402. La loi des hommes a encore un fort impact dans cette guerre de succession. Mais cet équilibre va être brisé quand la Brigade Fantôme va arriver directement au premier étage. Eux, ils en ont rien à faire de la justice, ils en ont rien à faire de la guerre de succession, ils en ont rien à faire du statu quo, ils en ont même rien à faire des bêtes de naines. Ils vont venir et directement foncer dans le tas, briser toutes les barrières. Ils vont faire ce que Benjamin a hésité à faire après la première cérémonie, c'est-à-dire tuer l'intégralité de ses frères et sœurs grâce aux naines. La Brigade Fantôme est beaucoup plus puissante que tous les petits jeux stratégiques qui sont en train de se développer au premier étage. Et la seule personne qui aujourd'hui a commencé à tisser des liens avec eux, c'est la mafia du prince Shorai. Donc ça va complètement déséquilibrer cette guerre de succession quand ils vont monter au premier étage. Et dans un souci d'équilibre, c'est impossible pour Yoshiro Togashi de donner en plus à ce personnage des pouvoirs trop puissants qui pourraient être débloqués par les pièces qui sont directement crachées par la bête de naine du prince Shorai. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre et tout ce que j'avais à dire aussi autour. On est pratiquement à la jonction entre les deux blocs, celui de la Brigade Fantôme et de la Mafia de Kakin et celui de la guerre de succession, et ça me semblait important de développer toutes ces idées-là dans cette vidéo. Donc si tu as regardé jusqu'ici mon frérot, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément, à me donner ton avis en commentaire, ça me donne énormément d'énergie quand je reçois vos commentaires positifs qui me disent que j'ai retrouvé mon prime, que les vidéos Hunter x Hunter vous plaisent, que vous aimez le travail. Je trouve ça hyper intéressant, c'est pour ça que je fais ça, de toute façon, c'est l'énergie que je reçois est vraiment incommensurable. À tous ceux aussi qui me disent juste référencement, un grand merci. Si vous avez rien à dire, mettre juste un commentaire pour référencement, ça aide énormément la chaîne, ça me donne beaucoup de boost, et à mettre un pouce bleu, bien sûr les frérots, vous imaginez pas, c'est même mieux qu'un paiement, c'est même mieux que de l'argent. Un pouce bleu, ça fait vraiment monter la chaîne. Donc merci à tous. Appréciez bien le chapitre et puis mettez en commentaire si vous êtes d'accord, et aussi les corrections. Je sais que vous prenez le temps de me corriger à chaque fois. Je lis l'intégralité de vos commentaires. Petits bisous
Et à la semaine prochaine, c'est pas dit chaque semaine que je fasse un travail comme ça parce que vraiment ça m'épuise. Ciao les gars et passez une bonne semaine. Ça va mon chat? Ouais.